Bienvenue dans T'as fait comment, votre émission pour dédramatiser l'orientation. On vous présente des secteurs, des métiers et des parcours de vie. Aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode et on va échanger sur des métiers dans le secteur de la défense et de la sécurité avec 3 invités. Ça vous est proposé par Olesio et Merci Bobby. Je suis Sébastien Lévy-Prudent et je suis Pauline et nous sommes accompagnés de nos 3 invités. Alors d'abord Léa qui a réussi à vivre son rêve d'enfant qui est de devenir militaire. Robin qui est spécialiste en cybersécurité, qui a un parcours un peu atypique, tu vas nous raconter, et Samira qui va partager avec nous son expérience d'agent de sécurité en tant que job étudiant, et pas n'importe lequel, puisque tu étais agent de sécurité au JO 2024, donc cet été. Donc bienvenue à vous. Merci. Alors, commençons par Léa. Enchantée. Du coup, alors Pauline nous dit que tu es militaire. Alors militaire, je pense que c'est dans les représentations des uns et des autres. On peut imaginer la Légion, les commandos, etc. Alors du coup, toi, c'est quoi? Puis c'est quoi ton quotidien? Alors moi, je suis militaire dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc je suis contrôleur aérien spécialisé en défense aérienne. Donc globalement, c'est l'entraînement des avions de chasse, des hélicoptères de combat, la police du ciel évidemment, et la surveillance de l'espace aérien français. Mais du coup, vous êtes beaucoup dans l'armée de l'air sur le contrôle aérien? Parce que alors, moi, dans l'armée de l'air, je pensais tout de suite aux pilotes, aux mécaniciens. C'est quoi les métiers? C'est quoi? Alors dans l'armée de l'air, on est 51 000 personnels, donc à la fois civils, à la fois militaires, des hommes, des femmes. Militaires du rang, sous-officiers, officiers, donc tout plein de choses confondues, tout plein de métiers également. Oui, les pilotes de chasse, oui, les contrôleurs aériens, mais il y a aussi des logisticiens, il y a aussi des mécaniciens, il y a aussi des cuisiniers, on a aussi du renseignement, on a aussi du secrétariat. On a énormément de branches très différentes. Il y en a pour à peu près tous les goûts, tous les backgrounds universitaires également. Certains ont des diplômes plus ou moins longs. Chacun a son niveau d'études, voire pas. Donc il y a vraiment tout plein de profils très différents et très disparates dans l'armée globalement. Après, voilà, moi je parle de l'armée de l'air, puisque c'est ce que je fais au quotidien. Et toi, en tant que contrôleur aérien, tu fais quoi toute la journée? C'est quoi un peu tes missions, tes activités? Alors mon rythme de travail déjà. Alors moi je suis ce qu'on appelle sur un régime cyclique, c'est-à-dire que je travaille un jour sur 2, avec des gardes de nuit, avec des vols de nuit, avec du coup des amplitudes horaires qui sont très différentes également selon les jours de la semaine, selon les périodes de l'année. Et le gros de mon travail, donc c'est une salle d'opération. Donc pour le contrôle aérien est divisé en 2 parties, vraiment la partie surveillance H24, 7 jours sur 7 de l'espace aérien, qui y rentre, qui évolue, qui est là, pourquoi. On doit savoir en permanence que ce soit les avions de ligne ou les petits appareils type Aéroclub ou ULM, tous les appareils qui sont connus et détectés par nos radars, tout un maillage radar en France. Donc une grosse partie de ce travail-là, et l'autre partie, c'est vraiment le contrôle aérien, avec l'entraînement au combat aérien. Et c'est quoi un peu ton environnement de travail? Est-ce que tu travailles dans une tour un peu sous les nuages? Non, pas pour la défense aérienne. Ça, c'est pour les contrôleurs de circulation aérienne. Nous, dans la défense aérienne, vraiment voilà, une salle d'opération. Pour ma part, donc, je travaille sous terre, parce que je suis sur la base aérienne de Lyon-Montverdun. Une autre petite particularité, comme d'autres, c'est de travailler sous terre, donc dans un environnement assez particulier, où on n'a pas de fenêtre, on n'a pas de notion du temps, ni de luminosité, c'est sûr. Donc on a toute une gamme d'écrans de contrôle fantastiques et de postes de radio. Et voilà, on est les yeux du ciel, et on est censé savoir en tout lieu et en tout temps qui est là, pourquoi, et pourvoir justement à la sécurité aérienne et la sécurité de l'État français, et l'entraînement des appareils. Top, bah merci, très clair. Et est-ce que tu t'accepterais de nous donner une fourchette de salaire? Une fois de plus, il y a vraiment de tout, selon son grade, selon son ancienneté, selon sa spécialité également, puisqu'il y a des spécialités qui ont des primes associées à la sécurité aérienne, ou aux gardes de nuit, ou au port d'armes, diverses primes. Globalement, pour mon cas de figure, donc moi je suis sous-officier. Quand je me suis engagée dans l'armée de l'air, je touchais à peu près 1200-1400 euros par mois. Aujourd'hui, j'en suis à 2500 euros par mois,
avec mon métier, avec mon grade et avec mon ancienneté. Alors, une question, Oui. est-ce qu'on dit mon adjudant ou est-ce que c'est réservé aux militaires entre militaires? C'est réservé aux hommes, le mon adjudant. Le d'accord. mon, ce n'est pas une marque de, c'est une marque de respect, mais ça signifie monsieur en réalité. Le mon, et on ne dit pas ma adjudant, ma capitaine, ma non. Il n'y a pas d'équivalent pour le madame. C'est moi, mon grade, c'est adjudant, mais pour un homme, ce serait mon adjudant. Ça marche. Reçu. Ouais. C'est 5 sur 5. Et donc notre second invité, Robin. Robin, toi tu travailles donc dans la défense et sécurité, mais là sur la cybersécurité. Alors cybersécurité, on peut tout de suite voir un peu les menaces ou les fantasmes autour de tout ça sur le hacking, etc. Et en vrai, ton métier c'est quoi? Certains des fantasmes sont vrais. D'abord, bonjour et merci de me recevoir. Il y a des menaces constantes sur tout ce qui est hébergé en ligne. Il y a des attaques permanentes. C'est un fait. Donc, l'enjeu de la cybersécurité, c'est d'être prêt, de se protéger de ces attaques, de savoir les bloquer. En fait, c'est surtout de la défense. Et moi, je travaille surtout en défense cybersécurité, donc j'applique toutes les meilleures pratiques pour m'assurer que les systèmes sont sécurisés. Donc, concrètement, il y a énormément de métiers en cybersécurité, on en parlera peut-être un petit peu plus, mais le mien, c'est l'hébergement web. Donc, concrètement, si demain tu as un site internet et que tu veux le mettre quelque part, tu peux choisir de travailler avec moi et de le mettre sur mes serveurs, sur mon infrastructure. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que l'infrastructure soit le plus sécurisée possible et que derrière, tu aies les outils nécessaires pour sécuriser ton site. Et du coup, les risques, en fait, c'est quoi? Parce que tu dis, du coup, tu te défends contre, donc souvent tu gagnes, j'imagine. Mais les fois où on perd, le risque, ça peut être quoi? Le but, c'est de ne pas perdre, Ouais. justement. Donc, les attaques, en gros, ça va être... en fait, tous les services que tu peux héberger en ligne sont attaqués tout le temps. Donc, si tu as une adresse mail, ou si juste tu as un serveur mail, même s'il n'y a pas d'adresse mail, les pirates, ils vont essayer tous les mots de passe sur toutes les adresses possibles. Si tu as un site internet, les pirates vont essayer de se connecter à ton site. Si tu as un serveur de fichiers, ils vont essayer de s'y connecter. Bref, tous les services sont attaqués tout le temps. Et pour parler très concrètement, là, ça fait quelques semaines que j'ai rejoint un programme justement de reporting des attaquants. Et je reporte à peu près 1000 attaquants par jour. Donc sur juste mon infrastructure, à moi qui suis quand même assez petit, Mais- je reçois déjà 1000 attaques bloquées par jour par mes systèmes. Et le but, c'est quoi le but en fait de ces gens qui attaquent 1000 fois par jour des sites Le but, souvent, c'est des buts financiers. En fait, ils vont chercher à contrôler un site internet pour mettre du spam, pour rediriger vers des sites frauduleux, pour envoyer des emails, ce qu'on appelle le phishing, donc des faux emails. S'ils arrivent à pirater ta boîte mail, en fait, ils se fichent de tes mails la plupart du temps, à moins que ça soit une attaque ciblée, mais en fait, les attaques ciblées sont rares, c'est plutôt des robots qui attaquent tout. Si par malchance, une de tes boîtes mail est piratée, donc les pirates vont s'en servir pour envoyer du spam à de nombreuses personnes, du spam, du phishing, et donc tu vas devenir un vecteur d'attaque. Et alors maintenant, Samira, donc on est souvent en fait confronté au métier d'agent de sécurité dans notre quotidien, mais sans forcément le connaître. On a peut-être l'image d'un videur de boîte de nuit qui fait 2,10 m, qui est hyper baraque, etc. En fait, est-ce que c'est vraiment le cas partout? Et toi, dans le cas des JO, tu faisais quoi un peu toute la journée? C'était quoi tes missions? Alors, déjà, il faut savoir que le métier d'agent de sécurité, il est scindé en deux groupes. Donc, on a l'agent de sécurité qui est pleinement agent de sécurité par son travail, qui peut exercer partout. Et on a également, du coup, l'agent de sécurité qui travaille dans l'événementiel. Et l'événementiel, c'est travailler donc dans les endroits avec plus de 300 personnes, ce qui est mon cas. Donc, je n'ai été formée que pour faire agent de sécurité dans l'événementiel. Et déjà aussi, on a tout type de profil. Pendant mon travail pendant les Jeux Olympiques, j'ai eu tout type de personnes, des personnes très jeunes, des personnes très âgées, des hommes, des femmes. En fait, tu as été formé pour identifier, profiler les personnes qui pourraient être à risque, pour faire de la palpation et tout, ça doit être gênant. Comment tu t'y es pris? Comment je m'y suis pris? Alors, déjà, à l'origine, pendant la formation, on nous apprend à remarquer le langage corporel, le langage non verbal, comme on dit, parce que c'est ce qui nous permet d'identifier le risque, en fait.
Le risque, il est lié à un individu la plupart du temps. Donc, pour le repérer, on a besoin de regarder ce qui n'est pas forcément audible, en fait. À observer ce qui n'est pas audible. Donc, c'est très intéressant. Et donc, mes journées étaient rythmées par une arrivée le matin avec les personnes qui arrivent au stade. Ils sont déjà fouillés une première fois par la police, faut le savoir. Parce que j'étais au Stade de France du coup. Et secondement, on a nous qui arrivons avec, on dit nous, observation visuelle des sacs, parce qu'on n'a pas le droit de faire de fouilles, c'est réservé à la police. Et palpation de sécurité. Donc palpation de sécurité, c'est on touche par-dessus les vêtements. On ne glisse pas de main dans les poches. On n'a pas de droit de demander des choses que la police fait en temps normal. Et est-ce que c'est homme pour homme, femme pour femme? Oui, c'est ça? C'est ça. Moi, en tant que femme, je ne peux palper que des femmes et pas d'enfants. Par exemple, les enfants, on laisse la tâche, par exemple, à l'accompagnant. Mon rôle en tant qu'agent de sécurité, c'était juste donc le filtrage à l'entrée du stade pour que les personnes puissent entrer ensuite de façon sécurisée. Et tu nous as dit que tu avais suivi une formation. Tu l'as trouvée comment, la formation? Ça vient d'où? La formation, alors... J'ai reçu une fois dans mes mails un petit mail du Crous avec une opportunité pour trouver un travail pendant l'été. Et au début, c'était assez drôle parce que j'avais vraiment besoin d'un travail pour l'été parce que j'avais besoin d'argent. Et j'arrive dans le mail et je vois donc un numéro qui emmène vers France Travail. Donc j'appelle le numéro et c'est au téléphone que je découvre du coup que c'était pour devenir agent de sécurité. Donc j'ai eu une petite hésitation au début parce que je me suis dit exactement la même chose que ce que vous disiez au début. Est-ce que j'ai vraiment le profil pour faire quelque chose de cette envergure? Donc au début j'ai un peu hésité mais au final je me suis dit ce serait une bonne expérience. Donc j'ai accepté et au final du coup j'ai découvert par le biais du Crous et de France Travail ce métier d'agent de sécurité. Et t'aimerais bien que ça continue là après les JO? Tu vas continuer à faire un peu agent de sécurité dans des événements? Oui. Ouais. Et c'est quel type d'événement du coup? Alors ce serait plus des grands événements du coup. Donc encore une fois des stades, des concerts, des théâtres, faire des choses de ce genre. D'accord. Donc en fait on peut être par exemple barman dans un concert, mais on peut très facilement être aussi agent de sécurité. Exactement. D'accord, super. Alors Léa, en fait il y a plein de jeunes qui à 18 ans ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, qui stressent vraiment face à leur orientation, arrivent Parcoursup, c'est vraiment la panique. Est-ce que toi par exemple à 18 ans tu savais déjà que tu voulais être militaire, contrôleur aérien et travailler dans l'armée de l'air? Oui. Oui, ce qui n'empêche pas le stress, ceci dit. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis aussi loin que je me souvienne. Ceci dit, j'ai quand même rempli Parcoursup, j'ai quand même commencé par un parcours universitaire que je n'ai jamais terminé. Mais oui, ça a été le stress pour moi aussi, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, on a peur de se lancer dans quelque chose et qu'au final, que ça ne nous plaise pas ou que ça nous bloque pour d'autres domaines. Mais oui, moi, pour le coup, j'ai toujours voulu être contrôleur aérien dans la défense aérienne, dans l'armée de l'air et de l'espace française. Donc si je comprends bien, tu l'as un peu toujours su, mais tu as quand même fait des études. Pourquoi? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé à ça? Ah oui, et est-ce que finalement tu regrettes, tu aurais préféré d'abord aller dans l'armée? Ça t'a quand même appris pas mal de choses? Non, je regrette absolument rien. Oui, effectivement, mes parents avaient la volonté que je fasse des études parce que c'est aussi rassurant d'avoir ne serait-ce que un diplôme universitaire. Voilà, c'est rassurant pour l'entourage, c'est rassurant notamment pour les parents, ça c'est sûr. Donc non, je ne regrette absolument pas parce que j'ai fait des rencontres, j'ai appris beaucoup de choses, c'était très enrichissant de toute façon. J'avais entamé une double licence économie, gestion et anglais. L'anglais aujourd'hui me sert quasiment quotidiennement. Donc non, aucun regret d'avoir entamé des études et de ne pas les avoir terminées non plus. Je regrette absolument rien. Donc tu l'as pas forcément vécu comme un drame, le fait de commencer des études, d'arrêter en plein milieu et pour revenir à autre chose? Non, pas vécu comme un drame. Je me suis dit, allons-y. Remplissons Parcoursup, c'était, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, APB. mais APB, APB, exactement, admission post-bac, c'est ça. Donc j'ai rempli, j'ai fait mes vœux, j'ai été sélectionnée, voilà, donc truc classique. Et en cours de route, je me suis dit, je teste les tests d'entrée
à l'armée de l'air et au contrôle aérien. Ça l'a fait et j'étais très heureuse. Mais du coup, comment ça s'est passé? Donc t'es allé en effet à l'université que t'as pas fini. Après, tu te dis non, ma vocation, c'est l'armée, je veux y aller. Mais c'est quoi les tests? C'est quoi la formation? La formation, c'est dans l'armée qu'elle se fait ou c'est et les tests, parce qu'on imagine tout de suite les tests hyper physiques en fait, où il faut faire le marathon, rempli dans des trucs sous la boue, sous les barbelés et tout. C'est quoi les tests? Alors les tests, en fait, ils diffèrent selon le métier auquel on postule. Donc me concernant, ça a été des tests, une première phase de test en fait, des tests psychotechniques, donc avec des suites de logique, des représentations spatiales, du sport, effectivement, avec de la course à pied, des abdos, il me semble, et un petit parcours d'obstacles assez simple, de l'anglais. Et un test d'entretien qui est assez courant de toute façon dans tout corps de métier, un test d'entretien à la motivation. Et ce qui suit cette première phase de test, qui est commune à toutes les spécialités de l'armée de l'air, vient la phase spécifique au contrôle aérien, avec une seconde phase de test un peu plus centrée sur le contrôle aérien, avec vraiment des anticipations de trajectoire, de l'anglais un peu plus poussé, un psychologue également. Parce que il y a du risque, il y a du stress, donc savoir si on a les épaules, on va dire, suffisamment larges pour pouvoir gérer son stress au quotidien. Ok, donc c'est assez sélectif en fait. Tout dépend de l'emploi qu'on a envie de tenir, parce qu'il y a aussi une grande partie d'envie. Et je trouve pour le coup que dans l'armée de l'air, ou l'armée tout simplement, probablement, il y a une grande prise en compte des envies de chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé par aller dans un CIRFA, déposer un dossier, exprimer vraiment ce que je souhaitais, en faisant un ou plusieurs vœux, plusieurs souhaits. Donc on peut aussi faire plusieurs souhaits quand on n'est pas au fait des différentes spécialités de l'armée de l'air. Moi, mon choix était assez clair, on l'aura compris, j'ai fait qu'un seul choix et je m'y suis tenue et ça l'a fait et tant mieux. Mais ils sont aussi là pour nous renseigner, nous aiguiller en fonction de notre domaine de compétences. Est-ce que tu dis un CIRFA? Un CIRFA, ce sont les centres de recrutement et de renseignement de l'armée de l'air. Il y en a dans plein de villes, il y en a quand même pas mal. Et là, tu as suivi cette formation, tu fais ce métier. Est-ce que tu as des possibilités d'évolution au sein de ton métier ou de ton domaine ou de ta catégorie dans l'armée? Oui, bien sûr. C'est une fois de plus, je pense, un des énormes avantages qu'il y a dans l'armée de l'air. C'est-à-dire qu'on est formé de A à Z par l'armée. On a une rémunération d'entrée de jeu. C'est-à-dire que même en étant en formation, avec sa première phase de formation purement militaire, avec effectivement des parcours du combattant et le maniement de l'arme et le lit au carré et tous ces petits clichés assez amusants mais qui se passent très très bien et dans vraiment une très bonne humeur d'ailleurs, on est rémunéré d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'on est payé pour être formé, puis après du coup on occupe le poste pour lequel on a été recruté et formé. On a une seconde formation selon le métier. C'est des formations qui sont plus ou moins longues selon les spécialités qu'on a choisies. Top, mais du coup, il me semble que tu nous disais ça recrute en fait l'armée, ou parce que j'imagine que ce que tu dis peut inspirer des jeunes ou des parents qui nous écoutent, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des opportunités dans l'armée de l'air? Bien sûr, il faut de tout pour être pour une armée. Ça, c'est un des credos qu'on a chez nous. Il y a de tous les métiers, selon ce qu'on aime, selon ce qu'on a envie de faire, selon les diplômes que l'on a ou que l'on n'a pas. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Est-ce qu'on aime travailler en équipe? Est-ce qu'on aime le risque? Est-ce qu'on aime la mobilité? Est-ce qu'on aime la cuisine? Est-ce qu'on aime l'ordre et la rigueur? Est-ce qu'on aime le renseignement? Est-ce qu'on aime le contrôle? Est-ce qu'on aime les avions? Est-ce qu'on aime la mécanique? Les voitures aussi. On a vraiment plein de métiers très différents et tous recrutent. Okay. Et toi, Robin, du coup, alors, cybersécurité, par rapport à tout ce que tu nous as dit, on imagine que tu as fait un doctorat, que tu es bac+12 en cybersécurité, et qu'à 18 ans, déjà, tu étais dans ton garage à coder et à décrypter des hackers. C'est ça ta vie ou c'est autre chose? Il y a une part de vrai pour 18 ans à coder dans mon garage. C'est pas exactement dans un garage, mais j'ai depuis très longtemps eu cette passion pour l'informatique. Dès que j'ai eu un ordinateur entre les mains, en fait. Et en fait, non, j'ai pas du tout de diplôme en informatique. C'est vraiment par pure passion, par pur parcours. La vie m'a amené là.
presque par la force des choses, parce que j'adorais ça, parce que du coup mes projets allaient dans ce sens-là, parce que ça m'a ouvert du coup des opportunités pro dans le domaine, dans lesquelles je me suis professionnalisé. Il y a des formations en cybersécurité, mais ce que j'entends, c'est que c'était pas ton cas. Toi, après le bac, donc t'as arrêté et t'es directement bossé dans la cybersécurité. Plus jeune, en fait, je savais pas exactement quel métier je voulais faire. Je savais ce que j'aimais dans la vie, etc. L'informatique, c'était vraiment une de mes grandes passions. La musique aussi. Et du coup, je m'étais orienté à l'époque vers un bac STI génie électronique. C'était quelque chose assez proche de l'informatique. Je me disais que la passerelle était facile. Après le lycée, du coup, j'ai fait une fac d'informatique. Et donc la fac d'informatique ne m'a pas du tout plu. Enfin voilà, je suis peut-être mal tombé ou juste c'était pas fait pour moi. Donc j'ai arrêté. J'ai commencé à essayer d'entreprendre. Mais je connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'avais à peine 20 ans. Donc c'est pas vrai du coup tous les gens sur YouTube qui nous disent qu'avec une masterclass en 1 heure, c'est bon, tu peux gagner 3000 € par mois. Mince, je suis déçu là. Ça prend du temps, mais j'ai fait des petits métiers à droite à gauche, etc. avant de me dire, bon, ce serait quand même bien de reprendre des études. À ce moment-là, je pensais que les études étaient vraiment nécessaires pour avoir un métier. Et donc j'avais le choix, et étant donné que la fac ne m'avait pas plu, je me suis dit que j'allais essayer le privé. Tant pis, je m'endettais pour commencer dans la vie active. Et donc j'avais le choix entre une école d'informatique ou une école de son. C'était vraiment mes deux passions et j'avais envie de bosser dans un de ces métiers-là. Et je me suis dit, quitte à prendre une école privée, autant faire le son. Ça coûte combien une école dans le son pour devenir ingénieur du son? Alors ça peut être variable, ça dépend des écoles évidemment, mais moi c'était de l'ordre de 13-15 000 € pour 1 an intense. Donc ça te donne un niveau BTS en 1 an. Et du coup, tu fais comment pour financer ça quand ta famille peut pas t'aider, etc. T'as encore tout terrain ou... Moi j'ai fait un prêt étudiant. T'as fait un prêt J'ai étudiant. fait un prêt étudiant. Et D'accord. donc, mais c'est un facteur déterminant. Et en fait, cette formation-là, bon, j'ai travaillé un petit peu dans le son, dans l'audiovisuel ensuite. Mais il s'avère que à Orléans, moi je viens de la province, c'est pas forcément très facile de trouver vraiment du boulot et de vivre de ce métier-là. Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que tu pourrais pas utiliser ton autre passion qui a grandi en fait durant des années, qui est l'informatique. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé une boîte, un hébergeur web, infogérant à Orléans. Je me suis dit, peut-être mon profil les intéresse. Et effectivement, ça les a intéressés parce qu'ils cherchaient précisément un autodidacte. Ok. Parce que c'est des métiers où en fait t'as pas de formation qui couvre l'ensemble du métier, c'est impossible. 90% de ce que tu vas faire dans l'entreprise, tu dois l'apprendre de fait. Bah, comme Voilà. quoi, l'expérience professionnelle, les stages, l'alternance, etc., ça peut vraiment aider à se forger et à apprendre à mieux connaître le monde professionnel et mieux choisir son orientation finalement. Ouais, ça t'a formé et confirmé une vocation finalement. Bah, merci pour ces 3 témoignages sur à la fois vos parcours et le métier. Bon, je pense qu'on a désamorcé un certain nombre de clichés ou d'idées préconçues sur vos univers. Mais peut-être qu'il reste un peu. En tout cas, on va faire un petit jeu. On s'est prêté en fait au jeu avec des jeunes, c'est-à-dire qu'on a une chaîne TikTok Olesio sur lequel on fait des micro-trottoirs et donc on a demandé à des jeunes quelles étaient l'image qu'ils avaient en fait de vos métiers, de chacun de vos métiers. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de voir si vos 2 autres collègues arrivent à trouver finalement ce que les jeunes ont pu dire, et puis derrière comme ça la personne qui est concernée pourra désamorcer, alors nous dire si c'est un cliché ou si ça l'est pas du tout. Eh ben, commençons par du coup les agents de sécurité. Robin, Léa, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont pu nous dire ces jeunes sur un agent de sécurité? Ça fait quoi? Quelqu'un qui dort pas la nuit, qui boit plein de café pour regarder plein d'écrans à la fois. Ok. C'est quelqu'un qui reste vissé derrière son écran à juste regarder les caméras, mais qui ne fait rien. Ah, donc il y a vraiment ce côté, en effet, derrière les 9 écrans à regarder et à surveiller, etc. Ok. C'est un homme d'1m95 et 120 kg qui fait du catch au quotidien. Top. Est-ce que vous en avez un dernier? Puis après, je vous dis ce qu'ils nous ont dit. C'est quelqu'un qu'on oublie jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Ah, ok. Alors, il y a des choses. Alors, en effet, le côté 2m12 et qui a fait du taekwondo pendant 10 ans, ça revient quand même un petit peu. Qui se balade avec une arme. C'est quelqu'un qui est bien habillé.
toujours à quatre épingles. C'était l'image qu'ils nous ont donnée, qui travaille la nuit, vous nous l'avez dit, qui est postée. Alors eux, les jeunes nous disaient, c'est plutôt en effet un peu la vision du gars en boîte de nuit qui est devant comme ça et qui attend. Et alors quelqu'un nous a dit, c'est quelqu'un qui confisque les gourdes, mais pas les pommes-potes. Alors là, On sent le traumatisme. alors là, faut m'expliquer la référence que je l'ai pas du tout. Elle finit sous nos gourdes, ouais, finalement, nos gourdes et nos canettes qu'on finit pas. Alors, Donc, alors, vas-y, parmi pour tout le- ça, qu'est-ce qui est cliché, qu'est-ce qui l'est pas, je vais commencer déjà par le dernier point parce que c'est intéressant. Mais par exemple, nous, au Stade de France, en effet, les gourdes étaient confisquées, mais c'est parce que les gourdes plus de 75 centilitres ne sont pas autorisées. Donc c'est pour ça que les gourdes Pon-Pot peuvent rentrer parce que c'est moins de 75 centilitres et pas les gourdes plus de 75 centilitres du coup. Voilà. J'imagine Donc- que projeter une gourde, c'est pas le même impact que projeter Qu'une Pon-Pot. une petite compote en gourde. C'est ça. Ah, ok. Donc déjà. Et ensuite, être agent de sécurité, c'est travailler de nuit. Oui, en effet. En effet, parce que la plupart du temps, ils font l'agent de sécurité qui est pleinement agent de sécurité, lui, il fait des rondes souvent le soir, parce que c'est là où il n'y a personne et il faut sécuriser l'endroit, faire en sorte que personne ne rentre, ou si des personnes rentrent, c'est pour un but précis. Donc oui, l'agent de sécurité est quelqu'un qui peut travailler de nuit, mais il peut aussi travailler le jour. Donc la journée, on a aussi des agents de sécurité, comme on peut le voir avec les vigiles, comme on peut le dire. C'est que ce sont des personnes qui restent à des endroits pour vérifier certaines choses. Donc parfois ça peut être les sacs, vérifier que les personnes ne portent pas d'armes, aussi ça arrive, au cas où. Mais ça, il faut un arrêté préfectoral d'ailleurs pour les palpations, j'en ai pas parlé, mais pour que l'agent de sécurité soit sur le terrain, il faut qu'il y ait un préfet derrière, enfin, un arrêt préfectoral. Et du coup, sur le port d'armes, Et pour le port d'armes, l'agent de sécurité ne porte pas d'armes. Et est-ce que s'il y a un problème ou quoi, t'as appris un peu des techniques de défense, vous avez le droit de lutter, un truc comme ça? Pas du tout. Ça, c'est pas votre rôle. Je n'ai aucun skill d'autodéfense parce que on nous a pas du tout appris à nous défendre, tout simplement. et est-ce que du coup, pendant toutes les JO, est-ce que tu as été confronté à des situations où tu aurais eu besoin? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été un peu agressifs ou finalement les gens étaient plutôt tranquilles? Bah finalement, j'ai eu des gens plutôt agréables. Donc je pense que je n'aurais pas eu besoin de connaître un moyen d'autodéfense parce que je n'ai pas eu de personnes à risque ou de personnes qui ont voulu m'attaquer ou quoi. Et en même temps, ce que tu disais, c'est que apparemment là au JO, c'était quand même un énorme événement. Finalement, il n'y avait pas tellement de situations où tu aurais eu besoin de te défendre. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, on passe au métier de militaire. Robin, Samira, alors les clichés, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que les jeunes ont pu nous dire? Qu'est-ce que les jeunes ont pu nous dire? Que les militaires font peur. Je suis terrifiante. Ils sont très stricts, rigides. La preuve que non, tu as l'air très sympathique. Alors Léa, tu vas pouvoir nous déconstruire tout ça. Bah, Alors voilà ce que les jeunes nous ont dit. On retrouve un peu tout ça. Alors déjà, il n'y a que des hommes chez les militaires. Ensuite, les militaires peuvent être mobilisés à tout moment pour une mission, pour aller à la guerre, même en période de repos. Ils déménagent très souvent. Tiens, ça, tu vas pouvoir nous en parler. Chez les militaires, ça rigole pas. C'est assez autoritaire. Bon. Être militaire, c'est faire la guerre. Et ça, c'est le plus mignon. De retour de mission, ton conjoint et ton chien te sautent dessus au ralenti. Au ralenti, bien sûr. C'est ce point-là que j'aimerais aborder avec vous, au ralenti. Alors dis-nous un peu, par exemple, sur le déménage souvent, est-ce que c'est le cas? Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà déménagé? Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger? Alors, déménager, oui et non. Une fois de plus, je suis désolée, hein, mais mes réponses sont hyper bateaux parce que tout dépend du métier qu'on fait, tout dépend du grade qu'on a. Il y a tellement de gros clichés, évidemment, parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités différentes. On peut avoir, je sais que moi j'ai des collègues, ça fait 15 ou 16 ans qu'ils occupent le même poste, sur la même base, dans le même escadron. Donc, je pense qu'on ne peut pas estimer que tous les 15 ans, c'est déménager régulièrement. A contrario, j'ai d'autres collègues qui font des passages de 2, 3, 4 ans. Donc oui et non. Sur le fait d'être à l'étranger, oui.
Pour le coup, plutôt oui, étrangers ou outre-mer. De façon ponctuelle, donc sur des missions dites de courte durée, donc jusqu'à 6 mois, ou de façon plus pérenne sur des séjours de 3, 4 ou 5 ans avec famille. Et toi, ça t'est arrivé, du coup, t'es partie à l'étranger ou pas? Et est-ce que c'était des missions plutôt à risque? Est-ce qu'il y a toujours des risques? Le risque zéro n'existe pas, cette phrase fantastique que dans tous les métiers, alors oui, ça s'applique à tous les métiers, c'est sûr. Oui, il fait de... Mais c'est ça, carrément. Mais il y a aussi des cyberdéfenses dans l'armée de l'air. Tu peux venir sans aucun problème. L'armée recrute. Elle est forte. L'armée de l'air recrute. J'étais en contact avec certains anciens cyberdéfense qui sont aujourd'hui dans des organismes de cyber Bien sûr. publics, Mais ça peut être régionaux désormais. Ouais, mais on est du militaire, du civil. Il y a du civil qui travaille pour du militaire qui travaille pour du civil. C'est une grande famille. Rejoignez notre équipe, quoi. Rejoignez-nous. Non, oui, donc du coup, pour en revenir au sujet, oui, j'ai fait de l'outre-mer et j'ai fait aussi du territoire Afrique. À risque, il y a toujours un risque lié à notre métier, métier là aujourd'hui sécurité défense, peut-être à plus forte raison, mais dans la santé il y en a, dans tous les domaines il y a un risque qui est lié, soit corporel, soit autre, mais Est-ce que les militaires font forcément la guerre, du coup? Alors non, on est là pour protéger, déjà. Protéger et défendre. On n'est pas là pour faire la guerre et tuer. Ça, c'est des propos qui sont assez affreux. Non, on est là pour préserver, protéger, défendre avant tout, que ce soit les biens ou que ce soit les personnes. Donc non, on n'est pas là pour faire la guerre et taper tout ce qui bouge et tirer à tout va, loin de là. C'est vraiment un cliché alors. Pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Je pense pas quelqu'un d'austère non plus, mais voilà, la rigidité, etc. Non, une fois de plus, c'est des personnalités, c'est des comportements. Il y a rien qui est de fait lié à notre fonction. Il y a des choses, des traits qu'on prend, je pense, avec ce métier-là, mais des traits qui, à mon sens, sont positifs. C'est beaucoup on se considère entre nous comme une grande famille au sens très large du terme. Donc il y a pas mal de cohésion, pas mal d'esprit de corps, c'est des termes qu'on entend très régulièrement chez nous. Donc ça, oui, et c'est un trait qui est prédominant chez, je pense, chacun d'entre nous. Mais le fait d'être austère ou rigide n'a rien à voir avec le métier, mais plus avec des caractères comme chez tout être humain. Et il y a de plus en plus de femmes aussi, n'est-ce pas? Oui, complètement. Bah voilà. L'armée est un métier d'homme. Bon bah raté, je suis une femme. À plus forte raison l'armée de l'air, parce qu'on est 24% de femmes actuellement. Donc c'est une armée qui se féminise de plus en plus. Oui, 24%, ça veut dire qu'il reste une grande proportion d'hommes. Néanmoins, oui, il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes dans l'armée de l'air, dans la marine, dans l'armée de terre, dans tout corps confondu. Et une fois de plus, selon les spécialités, donc selon les métiers que l'on a, il y a aussi des proportions de femmes qui sont encore plus importantes. Je sais que dans mon domaine, on est énormément de femmes. Et à votre avis, Léa, Samira, les clichés des jeunes sur la cybersécurité? C'est tous des geeks. C'est tous des geeks, ouais. Alors, on m'a souvent dit que les personnes qui travaillaient dans la cybersécurité étaient polyvalentes. Polyvalente, ok. Polyvalentes. Ou c'était aussi des gens qui travaillaient avec des antivirus super forts en plein de choses. Mais j'avoue que c'est... Ils travaillent dans le noir, dans l'obscurité, c'est un peu ça, non? Ça, c'est l'image qu'on peut avoir aussi dans le fond du garage, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. Avec des lunettes de 6 cm, voûtées. C'est ce qu'ils ont dit globalement, apparemment, cybersécurité, forcément, tu aimes les jeux vidéo, tu es un homme, tu travailles dans le noir, en jogging dans ta chambre. Ah ouais, t'es un expert du darknet aussi, tu payes en crypto, et t'as un pseudo. Parce que tu as un pseudo pour être un anonymiseur en ligne. Alors, est-ce que tu as un pseudo, tu es un maître du darknet et tu travailles dans ta chambre en jogging? Franchement, la plupart de ces choses-là sont vraies, sauf le jogging. Parce que, moi, on a vu là. Je porte toujours des chemises, c'est depuis toujours. Mais pour la plupart des autres choses, c'est assez vrai. La polyvalence, merci de le voir comme ça. Je pense qu'en cyber, particulièrement, et dans le web, parce que mon métier, c'est administrateur système, spécialisé web et sécurité web, et en particulier sécurité des applications WordPress. D'accord. Si vous ne comprenez pas certains mots, c'est normal. Concrètement, je sécurise des sites internet et tout ce qui va autour dans l'écosystème web. Et donc, l'écosystème web, en fait, il est très complexe, puisque
Voilà, tu as des emails, tu peux avoir n'importe quel type de logiciel ou de site internet, etc. Et nous, on doit défendre ça, donc on doit tout connaître. Donc oui, il y a de la polyvalence. Il y a aussi des fois où, effectivement, tu te mets dans le noir, tu attends la fin de la journée, d'être tranquille, d'avoir aucune distraction, aucun message, aucune demande client et machin, et tu te mets à bosser sur un truc que tu n'as jamais testé encore. Il faut que tu vois si ça fonctionne. Et donc là, ouais, ça peut être carrément dans le noir, ça peut être des heures la nuit jusqu'à ce que ça marche. Parfois, c'est des maintenances planifiées aussi, qui sont faites plutôt de nuit pour éviter de perturber le service des clients. Parce que voilà, il y a une partie cyber-défense, mais il y a aussi toute la maintenance usuelle. C'est pas que de la cyber-défense. C'est aussi tout simplement mettre à jour les systèmes, changer des configurations, optimiser, trier, migrer des choses d'une machine à l'autre. Voilà, il y a tout un tas de tâches à faire. Bon, on va passer au truc un peu chouette sur vos métiers. Est-ce que là, chacun, vous auriez une anecdote marrante ou un super souvenir à nous raconter? Peut-être Samira. T'as pu voir des athlètes ou est-ce que t'as pu voir des événements, des épreuves? J'ai vu des athlètes, j'ai vu des médailles, j'ai vu énormément de personnes au final parce que il y a énormément de gens, mais c'était vraiment sympa personnellement. L'ambiance était cool, les gens étaient gentils, c'était un peu une ambiance de fête tous les jours, hein, donc j'ai aimé mon expérience. Et on imagine dans les concerts et les autres événements sportifs, ça doit être chouette aussi. En fait, tu vis un concert en live, quoi. Et toi, Robin, un truc un peu extraordinaire, un peu magique ou une anecdote dans ton métier, ce serait quoi? Je peux raconter tellement de choses, mais micro anecdote. Sinon, dernièrement, j'ai migré pas mal de choses dans mon infrastructure, etc. pour améliorer tout ça. Et j'ai un de mes serveurs qui a bloqué un autre de mes serveurs et qui l'a automatiquement reporté. Ce qui m'a alerté, du coup, je reçois une alerte quand un de mes serveurs... Tu t'es auto-bloqué, quoi. Tu fais des attaques. Je me suis des attaques contre toi-même, d'accord. Je me suis auto-bloqué. Juste à cause d'une adresse mail que j'avais supprimée, un truc continuait de se connecter à l'adresse mail qui n'existait pas. Et voilà, ça, la sécurité a fait son travail et ça m'a permis derrière de m'en rendre compte et de corriger très rapidement. Voilà, c'est le genre de petite blague. Vraiment, ça m'est arrivé il y a quelques jours, donc c'est tout frais. La balle dans ton camp. Et toi, Léa? J'ai eu la chance de voler en hélicoptère Fennec, donc qui est un hélicoptère de l'armée de l'air, et avec porte ouverte et à faire des petits vols un peu sympathiques en hélicoptère de combat. Et ça, c'était très sympathique à avoir le casque avec la radio. Et mon conjoint, pour l'anecdote, on fait le même métier que moi. Lui travaillait et j'ai pu le contacter à la radio depuis l'hélicoptère et j'ai pu discuter avec mon conjoint à la radio pendant que je faisais ma petite navigation en hélicoptère. Donc un peu comme dans les films pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est assez rigolo. Et si vous deviez nous vendre votre métier, en tout cas pas nous vendre, mais à des jeunes ou aux parents qui regardent en une phrase, qu'est-ce qui ferait que voilà, ce serait intéressant pour eux d'aller dans la sécurité et la défense? Si on repart dans le sens inverse, Léa? La phrase bateau, l'armée de l'air, c'est super. Ouais, non, c'est à la fois une famille, à la fois une formation, à la fois un revenu de suite. C'est des choses qui sont assez rassurantes pour les parents. C'est d'entrée de jeu, on a un revenu. D'entrée de jeu, c'est des perspectives d'évolution en interne. On a un super suivi, il y a beaucoup de cohésion, beaucoup d'accompagnement, même sur de la reconversion, le cas échéant également, mais beaucoup de sécurité à l'emploi. Top. Robin? Moi, je dirais que pour les jeunes qui sont très curieux, qui aiment apprendre, qui aiment comprendre, résoudre des problèmes, optimiser, et qui ont une appétence pour l'informatique, en fait, de manière générale, les métiers de l'informatique sont potentiellement faits pour eux. Et la cyber, en fait, la cyber, on y vient un peu par la force des choses en fonction du segment informatique précis qu'on va choisir, qui va nous intéresser. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de commencer dans votre coin et éventuellement de faire une formation pour accélérer un petit peu les choses. Allez-y, c'est un métier super, c'est un domaine porteur d'avenir. Il y aura toujours besoin d'informatique. Top. Et toi, Samira, si tu devais vendre ton expérience sécurité... Alors, je dirais déjà pour les jeunes que c'est un métier qui est sympathique, prend pas trop de place non plus dans la vie,
Donc je sais que ça peut être compliqué pour les étudiants ou les personnes qui veulent faire des études. Tu peux le dire, c'est aussi sympa d'aller vivre le concert et les événements sportifs. Hein. Ouais, pour finir sur une touche pop culture, est-ce que vous pourriez chacun nous donner un film qui représente votre métier, alors sans que ce soit trop cliché si possible, même si c'est difficile. Léa, t'as un film ? Les Chevaliers du Ciel. C'est complètement cliché, mais c'est complètement vrai aussi. Et Top Gun moins, quoi. Top Gun est un peu plus axé. Bon, les deux sont sur l'aviation de chasse, qui est quand même notre cœur de métier. Top Gun, c'est vraiment centré sur Tom Cruise quand même. Hein. Donc nous, on n'a pas de Tom Cruise en France. Hein. Et puis l'armée de l'air française. C'est pas tous des Tom Cruise? Pas tous. Cliché. Alors moi, j'ai pas vraiment de film. Par contre, j'ai une série qui est Mr. Robot. Tu connais? Ah oui. Vous connaissez Mr. Avec Robot? l'acteur de Bohemian Rhapsody. Rami Malek. Exactement. Excellent acteur, excellente série. Et surtout, la particularité de cette série, c'est que toutes les commandes et tout ce qu'on voit sur les écrans sont des vraies commandes. Ils ont vraiment pris des vrais experts cyber pour avoir des vraies choses. Et donc, alors bien sûr, c'est romancé, c'est une série, etc. C'est très dramatique. Mais par contre, les éléments cyber qu'on voit dedans sont réalistes. Et donc ça permet de se faire quelque part une idée assez réaliste du domaine. Voilà, avec... Plus que 24 heures chrono ou The Office dans un autre site. Quoi. On va télécharger le data center sur cette clé USB. Et sur la sécurité? Alors, sur la sécurité, il n'y a pas énormément de films qui parlent du métier d'agent de sécurité, mais il y a un métier qui parle d'un monsieur qui fait de la sécurité civile. Donc, c'est The Bodyguard. Whitney Houston. Et donc, techniquement, c'est pas exactement ce que je fais, mais ça représente bien, je trouve, l'idée qu'on a de l'agent de sécurité. Donc, c'est pour ça que je le cite. Top. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Je pense que ça a donné une image intéressante et nouvelle pour ceux qui nous regardent sur vos métiers de la sécurité, de la défense, des métiers qui ont du sens, qui recrutent. On a besoin. Donc, n'hésitez pas pour poursuivre à aller sur Olesio, sur TikTok, sur le TikTok d'Olesio, sur Merci Bobby. N'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne. On découvrira comme ça chaque mois des nouveaux secteurs, des nouveaux métiers. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des secteurs ou des métiers que vous auriez plus envie de découvrir. Et on essaiera de trouver des invités aussi inspirés et inspirants. À très vite!